Ce phénomène-là se trouve dans des contextes justement qui ont été soit directement touchés par le post-11 septembre, donc Afghanistan-Irak, ou des contextes où par extension, finalement, ils subissent aussi, je dirais, les conséquences de cette date-là. Alors Pierre Micheletti, vous-même qui êtes président d'honneur, donc je le rappelle, de Médecins du Monde, vous pouvez nous donner quelques chiffres justement sur ce phénomène de plus en plus important qu'on note, sur cette progression, sur peut-être un phénomène nouveau? Oui, donc peut-être en préambule dire qu'on va d'abord parler des évolutions en tendance et des évolutions globales, mais que certainement dans le débat, on aura l'occasion de préciser que c'est toujours les situations d'insécurité, les situations qui s'analysent au cas par cas, quel acteur, dans quel contexte, dans quel type d'environnement politique, etc. Donc dans cette première séquence, on est plutôt sur des données de tendance générale. En matière d'insécurité, je crois qu'il y a, dans la part des dirigeants des ONG, à la fois une insécurité de perception, qui n'est pas toujours étayée par des données objectivées, chiffrées, liées à un contexte particulier ou à des événements qui peuvent avoir concerné, des événements forts qui peuvent avoir concerné une autre organisation. Et puis il y a une insécurité plus objective qui est chiffrée, c'est celle-là dont je vais vous rendre compte au travers de deux enquêtes qui font un peu référence. L'une, c'est celle du journal américain de médecine de catastrophe, qui est une enquête de janvier 2008, et l'autre qui est une étude plus récente d'avril 2009 du groupe ODI, Overseas Development Institute, et je vais vous donner quelques-unes des conclusions majeures de ces deux études. Sur celle du journal américain de médecine de catastrophe, elle a porté sur la période 2002-2005, et le point commun de ces deux études, c'est que toutes les deux, quand même, concluent à la nécessité qu'il y a pour les acteurs humanitaires de se préoccuper d'un meilleur système de collecte d'informations pour justement être mieux outillés pour pouvoir juger de ces évolutions des tendances en matière d'insécurité. Alors l'étude américaine, elle montre qu'on a un taux de violence délibérée qui est de l'ordre, dans la période étudiée, de 6 pour 10 000 personnes sur le terrain et par an, et que par rapport aux actes de violence délibérés, dans un cas sur deux, un acte de violence délibérée va conduire au décès de la personne qui est visée. Les trois principales causes de mortalité qu'il y a sur le terrain international, la première, donc, dans cette étude, c'est la violence délibérée. La deuxième, ce sont les maladies aiguës qui concernent les acteurs humanitaires sur le terrain. Et la troisième cause, ce sont les accidents, et en particulier les accidents routiers. Autre conclusion importante de cette étude, c'est qu'elle montre que le personnel local est beaucoup plus exposé en termes de risque que le personnel national, de personnel expatrié international, dans un rapport environ de 4 personnels locaux concernés sur 5 quand on a affaire à des accidents. Sur l'étude de ODI, elle est un petit peu plus précise et un petit peu plus dynamique. Alors elle a porté sur une décennie, 97-2008, et les principales conclusions de cette étude sont les suivantes. Sur la seule année 2008, il y a eu 260 personnels humanitaires qui ont été visés par des actes de violence délibérés, soit tués, soit kidnappés, soit grièvement blessés. Ce qui fait dire aux auteurs de cette étude que durant cette même année 2008, il y a eu plus d'accidents de sécurité qui ont concerné les acteurs humanitaires que d'accidents de sécurité qui ont concerné les troupes chargées du maintien de la paix sous bannière des Nations Unies. Donc voilà un petit peu les données brutes. Sur 10 ans, les auteurs montrent objectivement une augmentation du nombre annuel d'incidents de sécurité, puisqu'on passe à la fin des années 90 de 4 pour 10 000 et par an, 4 pour 10 000 personnels et par an, à fin des années 2008 à 9 pour 10 000 et par an. Donc on voit cette évolution en tendance. Quand on analyse plus finement, parce que dans ces deux études, une des critiques qu'on peut leur faire, c'est qu'elles mixent sous la bannière humanitaire des acteurs différents comme le CICR, comme les ONG et comme les Nations Unies. Donc la deuxième étude anglo-américaine distingue les trois catégories d'acteurs et elle montre que le CICR est sur une tendance naturelle à la baisse de ces incidents de sécurité, ce que nous confirmera peut-être le collègue présent, que les Nations Unies sont sur des variations de chiffres un petit peu itératives,
et qu'il y a en particulier du point de vue des acteurs des Nations Unies un type de personnel qui est particulièrement exposé, et ça recoupe l'étude précédente, ce sont les chauffeurs de camions qui sont impliqués dans beaucoup de livraisons de matériel des Nations Unies. Quant aux acteurs des ONG, sur les 10 ans étudiés, il y a une augmentation continue mais constante du nombre de décès pour ces personnels. Autre information qualitative qui est intéressante, c'est que les auteurs ne mettent pas en évidence sur ces 10 ans un facteur de risque particulier qui serait lié, par exemple, au fait qu'on ait affaire à des ONG américaines ou anglo-saxonnes proches, qui pourraient être suspectées d'être proches de la politique étrangère des États-Unis. Ça ne semble pas constituer un facteur de risque qualitatif particulier. De la même façon, il ne semble pas y avoir, en termes statistiques, un facteur d'exposition à un risque particulier selon qu'on appartienne ou pas à une ONG confessionnelle, ce qui a plutôt tendance à aller à l'encontre de la perception que les uns et les autres nous pourrions avoir de la réalité du terrain aujourd'hui. Alors, dans cette étude, et j'en aurais terminé pour cette première prise de parole, ce qui en relativise la portée, c'est qu'elle montre que sur les situations étudiées, 75% des incidents de sécurité que je viens de vous décrire sont concentrés sur 7 pays, avec par ordre décroissant le Soudan, et donc au Soudan le Darfour, l'Afghanistan, la Somalie, le Sri Lanka, le Tchad, l'Irak et le Pakistan. Ces 7 pays-là concentrent donc 75% de l'ensemble des cas de violences délibérées que je vous ai décrits. Voilà. Et dernière information dans l'analyse qualitative qui est intéressante, c'est que les auteurs pointent que dans l'analyse rétrospective des incidents de sécurité, on voit augmenter la part des mobiles qui sont considérés comme des mobiles politiques. Et dans les dernières années, enfin en tous les cas sur la décennie, l'analyse faite d'arrière-pensée de mobiles politiques dans cette violence délibérée passe de 29% au début des années 2000 à plus de 50% des actes de violence qui seraient sous-tendus par des motifs politiques. Alors Rachid Lalou, vous-même, vous êtes donc président du Secours islamique de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette tendance justement sur les causes, sur l'analyse des causes de cette insécurité croissante, vous-même qui avez justement une grande partie de vos personnels humanitaires qui sont des locaux? Alors tout d'abord, bonsoir pour tout le monde. Je pense qu'on a eu notre lot de pertes comme tout le monde, à l'inverse de ce qu'au départ on a dit que le Secours islamique a été épargné. Pour les 10 dernières années, on a eu 6 morts, 3 personnes emprisonnées, des blessés et 2 personnes kidnappées, dans 3 ou 4 régions. Mais bon, bien entendu, ce ne sont pas des choses qui sont autour desquelles on fait beaucoup de communication, tellement c'est délicat, on verra bien tout à l'heure sur la communication. On n'est pas en présence d'une seule situation. S'agissant par exemple des gouvernements, c'est vrai que le Secours islamique peut, surtout après le 11 septembre, trouver beaucoup plus de difficultés que des organisations occidentales qui ne portent pas, par exemple, le secours islamique. Ça, c'est un fardeau de plus pour y aller travailler dans un pays du Sud, tellement on leur a fait peur autour de tout ce qui est musulman. Ça, c'est quelque chose de supplémentaire à l'inverse de ce qu'on croit. Mais ça, c'est concernant les États. Et d'ailleurs, en Irak, on a eu beaucoup plus de difficultés et on a embarqué avec nous nos amis d'MSF avec Saddam Hussein, puisqu'on était tous les deux emprisonnés, puisqu'on était doublement agents on était agents occidentaux parce qu'on était des traîtres, puisqu'on était normalement des musulmans, mais occidentaux, donc vous êtes doublement traîtres en quelque sorte. Donc c'est une punition double. Accusé d'espionnage, donc. Accusé d'espionnage, mais vraiment, et c'est pour ça que nos agents, au niveau de la prison, ils étaient doublement frappés par rapport à nos amis d'autres organisations, parce que on avait malheureusement cette double étiquette, musulmans et occidentale. Par rapport à la population, c'est vrai qu'en population du Sud, on a plus de facilité à y travailler, d'autant plus qu'on utilise en majorité, à 90%, même plus, des acteurs ou des travailleurs issus de ce pays-là. Donc c'est une facilité de travailler. Bien sûr que également le fait qu'ils confondent notre appellation avec l'appartenance au Sud, alors qu'on est une organisation occidentale quand même, facilite en quelque sorte cette chose-là.